Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Les canons se taisent. Oui, les canons se taisent. Mais est-ce bien pour toujours? Est-ce bien jusqu'à la fin de la guerre? C'est ce que l'on va découvrir. Regardez, nous sommes le 4 mai 1945. Montgomery. Au bout de 5 années et 8 mois d'intenses conflits entre les forces alliées, États-Unis, Grande-Bretagne, URSS et France, et les forces de la Triple Alliance, Japon, Italie, Allemagne à bout de souffle et de ressources, l'armée de Hitler capitule et signe l'armistice le 8 mai 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Alliance populaire pour la libération. Ce 8 mai 1945, à Sétif, dans les Hauts-Plateaux, les Français fêtent la libération. Les Algériens en profitent, eux, pour demander de nouveaux droits. La répression est sanglante. Gamin à l'époque, le footballeur Rachid Mekloufi en fut terrifié par l'horreur. J'avais 9 ans et puis j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des choses incroyables, des mitraillages. Ils n'ont pas pris des gants. Et ça m'a bouleversé. J'ai vécu le 8 mai 45, où il y a eu des morts, il y a eu un massacre. D'abord, il y a eu 45 000 morts. Pour le général de Gaulle, la revendication est inacceptable et intolérable. Il faut la mater. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Le général de Gaulle, à son premier voyage en Algérie, verse de l'huile sur du feu, déniant même l'existence d'un peuple algérien et réitère avec force la primauté de la nationalité française sur toute âme qui se meut dans ce territoire. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour De Gaulle, son attitude n'a rien de dictateur dans la gestion de la question algérienne, répond-il, tout furieux à un journaliste de l'époque. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Les graines de la guerre d'Algérie sont semées. Les musulmans continuent de s'opposer farouchement à l'occupation de leur pays. Entre en scène le FLN, le Front de Libération Nationale, fondé le 23 octobre 1954. Le discours des 6 chefs du mouvement est sans équivoque. L'Algérie veut son indépendance. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Paris fait la sourde oreille. Le FLN s'organise et se dote désormais d'une branche armée pour tenir tête à l'armée française. Krim Belkacem, Larbi Ben Midi, Mohamed Boudiaf, Moustapha Ben Boulaïd lancent un vibrant appel à tous les Algériens du monde, d'où qu'ils se trouvent, à venir participer à la libération de la mère patrie. Le message passe, une dizaine de footballeurs algériens évoluant dans des grands clubs du championnat français et l'équipe de France répondent présents et quittent clandestinement l'Hexagone pour participer à la lutte sous les couleurs de l'équipe nationale du FLN. Zitouni accepte la proposition. Sur un plan purement sportif, l'équipe du FLN est désormais la vitrine d'un pays qui n'existe pas encore, l'Algérie. Baptisés les 11 de l'indépendance, ils portent très haut la cause de leur pays. Et ce n'est pas simplement un séisme sportif. Tout de suite, les dirigeants français, et notamment De Gaulle, comprennent que c'est un séisme politique parce que on comprend à quel point le football est un enjeu de la géopolitique moderne. En Algérie, la situation s'empire sur le terrain.
Le FLN attaque les administrations, explose des commissariats et camps militaires français. Fin septembre, la Fédération de France du FLN attaque le dépôt de pétrole de Mourpiane. C'est parmi les 400 000 travailleurs algériens que le FLN recrute ses militants. Ce sont eux qui fournissent au front le trésor de guerre dont il a besoin. Chaque Algérien est taxé. En 1958, la Fédération de France recueille près d'1 milliard par mois, 12 milliards par an. Entre-temps à Tunis, le gouvernement provisoire de l'Algérie est en place, avec à sa tête un musulman modéré, Fera Abbas. Les leaders du FLN ont créé un gouvernement en exil, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. El Moudjahid, le journal du FLN, proclame « Le peuple algérien n'a pas attendu qu'on lui octroie l'indépendance. Il la prend. Tôt ou tard, la France devra négocier avec le gouvernement algérien. » La marche vers l'indépendance est irréversible. Le général de Gaulle ramollit sa position et s'adresse aux Algériens. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Or, deux catégories de gens ne veulent pas de ce libre choix. D'abord, l'organisation rebelle qui prétend ne cesser le feu que si au préalable je traite avec elle par privilège de l'avenir politique de l'Algérie, cela je ne le ferai pas. D'autre part, certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination, que je dise que tout est fait, que le sort des Algériens est d'ores et déjà décidé. Cela non plus, je ne le ferai pas. Ce discours du général de Gaulle crée des dissidences au sein des troupes françaises stationnées en Algérie et divise la classe politique. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Cette évolution n'a été possible que parce que depuis 5 années, le peuple algérien résiste victorieusement à l'une des plus sanglantes guerres de reconquête coloniale. Elle n'a été possible que parce que le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale poursuivent et poursuivront, si l'on était nécessaire, le combat libérateur. Et le 20 mai 1961 se tient la première conférence d'Évian dédiée aux négociations entre le GPRA et le gouvernement français. De pourparlers en pourparlers entre les deux parties et loin des regards de l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui voulait maintenir l'Algérie à son état de 1830. La signature des accords d'Évian-les-Bains le 18 mars 1962 met ainsi fin à 132 années de colonisation française et à 7 ans 5 mois de guerre, avec un bilan lourd de près d'1,5 million de morts. Et le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée au prix d'énormes sacrifices d'un peuple et ses patriotes, à l'instar des footballeurs professionnels qui avaient tout abandonné, famille, grande carrière, argent et gloire, pour aller défendre leur pays, l'Algérie. Au-delà du foot, le 11 d'indépendance avait joué un rôle plus que politique dans l'accès de leur pays à la souveraineté internationale. El Moudjahid, le journal du FLN, proclame « Le peuple algérien n'a pas attendu qu'on lui octroie l'indépendance. Il la prend. Tôt ou tard, la France devra négocier avec le gouvernement algérien. » Ce programme vous a été offert par Gadjibir. Notre patrimoine, c'est vous.